La Corée du Nord a mené un nouvel essai nucléaire le 9 septembre. C'est son 5e et le plus puissant depuis son premier en 2006. C'est donc dire que malgré un isolement toujours plus grand et des sanctions internationales toujours plus sévères, le régime de Kim Jong-un continue de renforcer ses capacités militaires et nucléaires. Comment est-ce que c'est possible? Pourquoi aussi vouloir se doter à ce point de l'arme nucléaire? C'est des questions que je pose aujourd'hui à Jean-François Bélanger, qui est doctorant en sciences politiques et affilié au Cérium. Bonjour Jean-François. Bonjour. Et Benoît Hardy-Chartrand, chercheur au Centre pour l'innovation dans la gouvernance internationale à Waterloo, en Ontario, et affilié également à la chaire Raoul Dandurand à l'UQAM. Bonjour Benoît. Bonjour. Merci à vous deux d'être là. Un 5e essai nucléaire début septembre. Le précédent essai ne remontait qu'en février dernier. Il y a eu cet été aussi un missile qui a été lancé avec succès depuis un sous-marin. Ça semble évident, mais est-ce que c'est une illusion d'optique ou le développement des capacités balistiques, donc les missiles et nucléaires nord-coréennes, s'accélère? Jean-François. Il y a une certaine accélération, mais ça fait du sens à un moment donné. À mesure que la technologie s'améliore, c'est le genre de truc qui est difficile au début. Et puis après ça, on a souvent là, une augmentation de volume et puis de vitesse. Donc oui, c'est tout à fait normal là, parce que de toute façon, il continue le but de la capacité de réduire une ogive là, suffisamment pour la miniaturiser puis la mettre sur un missile. Ce qui est le but ultime, parce qu'avoir l'arme nucléaire, mais être incapable de l'envoyer à l'étranger, ça ne sert à rien. Mais là, est-ce qu'on est proche de ça? Est-ce que le régime est arrivé à son but? Selon la plupart des services de renseignement étrangers, la Corée du Nord aurait déjà atteint la capacité de miniaturiser ses ogives nucléaires ou serait sur le point de le faire. Comme mon collègue le mentionnait, les capacités nord-coréennes ont clairement avancé assez rapidement dans les dernières années. Ça a été, depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un à la fin de 2011, il a clairement décidé de mettre l'accent encore davantage sur les capacités nucléaires et de missiles balistiques également. Donc, il a accéléré la cadence en termes d'essais nucléaires, également en termes d'essais de missiles. Depuis son arrivée au pouvoir, il a déjà fait plus de 30 essais de missiles. La cadence s'est clairement accélérée parce que son père, Kim Jong-il, faisait ces essais-là à une fréquence beaucoup moins importante. Alors, clairement, les capacités augmentent et ils réussissent à faire ce qu'il y a quelques années seulement était presque impensable. Mais justement, c'est un régime extrêmement isolé. C'est un régime pauvre. On connaît l'économie est assez moribonde, un régime fermé qui fait très peu de commerce et frappé de sanctions internationales les plus dures au monde. Comment ce régime-là fait-il pour se doter d'une technologie ultra sophistiquée, rare, coûteuse? Comment est-ce qu'il fait, Jean-François? Parce qu'en fait, il y a deux choses qui se passent en ce moment. La nouvelle vague de sanctions a été très peu utilisée ou très peu mis de l'avant. Là. Je veux dire, on les a vus appliqués, merci. Ouais. Ils ont été décidés, mais l'application est très peu faite. Là, on ne pourra pas y revenir. Deuxièmement, la Corée du Nord, en ce moment, a une bonne relation avec la Chine. Ils sont capables, ils exportent beaucoup de minéraux, dont le nickel et puis le fer, par exemple. La Corée du Nord exporte de la main-d'œuvre, ce qui leur apporte quand même de façon significative. Mais il y a aussi le fait que c'est un État qui est totalitaire. Là. À un moment donné, ils sont capables de gérer le pouvoir de la bourse pour être capables de redistribuer de l'argent vers le programme nucléaire sans avoir à subir les conséquences qu'une démocratie, par exemple, subirait s'il y avait de l'insatisfaction, par exemple, pour l'attribution de l'argent. Il y a aussi le fait que la Chine leur donne un solide apport énergétique et de nourriture qui les aide, qui sont les deux endroits... Une ligne de survie, là. Exactement. Ils ont une ligne de survie, principalement parce qu'il n'y a personne en ce moment qui veut voir ce régime-là tomber du jour au lendemain. Il y a beaucoup d'experts qui commencent à parler de l'après-Corée du Nord, là, quand on fait on regarde un peu dans le futur. Puis ce qui se passe, c'est que la seule possibilité d'un régime qui tombe, c'est un pacte de défense, c'est une certaine réunification avec un pacte de défense sous les Américains à la porte des Chinois. C'est quelque chose que les Chinois ne veulent absolument pas. Mais ce qui reste, c'est la technologie en elle-même. Il faut la développer parce que, mettons les choses en contexte, là, des puissances nucléaires dans le monde, il y en a quoi, une dizaine à peu près? Il y en a 9. Ouais. C'est pas une technologie facile à acquérir. Non, c'est ça. Technologiquement, donc comment ils font? Bien, c'est intéressant. Bon, Jean-François mentionnait les raisons pour lesquelles la Corée du Nord, entre autres, réussit à survivre aujourd'hui. L'apport des Chinois est évidemment important.
faut voir que depuis le début, ça fait quand même plusieurs décennies que la Corée du Nord s'intéresse à la technologie nucléaire. La fondation du pays s'est faite en 1948. Dès les années 60, la Corée du Nord a commencé à porter un intérêt vers la technologie nucléaire. Et à c'est vieux, là. Ça fait plusieurs décennies. Une demi-siècle au moins. Absolument. Dès le début, par contre, c'est grâce aux Soviétiques, qui étaient l'allié principal. C'est les Soviétiques qui ont installé le régime de Kim Il-sung, le grand-père de Kim Jong-un, au pouvoir après la Deuxième Guerre mondiale. C'est les Soviétiques qui ont fourni un premier réacteur de recherche dans les années 60. Les Nord-Coréens ont envoyé plusieurs techniciens, des ingénieurs en nucléaire en Union soviétique pour étudier également. Alors, ils ont eu déjà, à partir des années 60, 2 décennies de préparation, d'études, mais c'est vraiment à partir des années 80 qu'ils ont commencé à faire des efforts pour développer des armements nucléaires. Et au début, ils ont pu bénéficier de la part de différents alliés qui les ont aidés, entre autres le réseau du Dr Khan au Pakistan, qui faisait partie d'un des réseaux qui étaient les plus responsables de prolifération nucléaire partout dans le monde. Réseau occulte. Réseau occulte, évidemment, c'était tout à fait non officiel. Et sans l'apport du réseau de Dr Khan, ça aurait été absolument impossible pour la Corée du Nord d'atteindre les capacités qu'elles ont aujourd'hui. Aujourd'hui, leurs capacités sont de plus en plus développées, indigènes même, dans une certaine mesure. Ils n'ont plus besoin d'apport extérieur vraiment maintenant. Aujourd'hui, plus trop pour la question nucléaire, plus trop. Pour les missiles, c'est peut-être une question différente, mais ils ont beaucoup bénéficié de l'apport de l'étranger, principalement les Soviétiques et entre autres le Pakistan au début. OK. Jean-François, je pense que c'est important de le rappeler parce que malgré tout, développe l'arme nucléaire, ça taxe énormément les ressources du pays. Il faut vraiment vouloir. Qu'est-ce que cherche exactement Kim Jong-un avec ça? C'est probablement l'espèce de trifecta qui est toujours le cas dans l'arme nucléaire. Le premier, c'est un pouvoir de dissuasion. Là. Comme mon collègue disait ici, avec la famine qu'ils ont connue dans les années 80-90 et puis tout ça, ils sont venus avec une impossibilité de garder une armée de terre qui était aussi robuste qu'ils avaient à l'époque. Donc, ils se sont tournés vers l'arme nucléaire pour la dissuasion. Donc, être capable de garder une certaine flexibilité dans leur politique étrangère. La dissuasion, c'est un peu ça. C'est empêcher les gens de venir se mettre un peu le nez. En fait, c'est une partie de la dissuasion, empêcher les gens de venir mettre le nez dans tes affaires un petit peu, parce qu'il y a une limite à laquelle tu peux pousser le régime là, avec la force, par exemple. La deuxième, ça a été... Et puis, je pense que c'est un peu là qu'il y a eu le changement de cap avec la nucléarisation qu'on voit en ce moment. Le père était friand d'utiliser... Kim Jong-il. Kim Jong était très fan d'utiliser le nucléaire pour aller chercher des concessions à l'international. C'est un levier de négociation. Exactement. C'est un gros levier de négociation. On l'a vu jusqu'à 2005, en fait, là, où est-ce que les dernières négociations sont un peu tombées parce que la Corée a décidé de continuer. Puis là, avec le fait que Kim Jong-un, on a un peu un changement où est-ce que cette négociation, ce brinkmanship, là, pour dire en anglais, international-là, pour aller chercher des concessions, ça fait un petit peu moins, à mon humble avis, dû à la plus grande connexion chinoise en ce moment, là, qui font qu'ils n'ont plus nécessairement besoin d'aller à l'extérieur de cette alliance-là pour aller chercher tout ça. Et puis le troisième, c'est un peu le statut, là, c'est toujours un peu ça, là, les États en ce moment qui ont l'arme nucléaire font partie de l'élite internationale. Et puis ça, c'est un peu la dualité de cet État-là qui veut faire partie des grands joueurs, mais qui, en même temps, ne veut pas faire partie du système un peu plus... Ne veut pas faire de concessions, il ne s'ouvre jamais. Exactement. Donc, ils veulent faire partie de l'équipe, mais ils ne veulent pas faire les concessions qui viennent avec, je suis désolé. Benoît, vas-y. Non, mais il y a plusieurs éléments que je pourrais rajouter, mais juste brièvement, entre autres, c'est clair que la communauté internationale aussi, pour rajouter à ce que vous disiez sur le fait que Kim Jong-un est moins porté un peu sur la négociation, c'est que le fait, entre autres, que la communauté internationale, très clairement, a décidé de ne plus jouer le jeu de la Corée du Nord, qui, jusqu'à la fin du décès de Kim Jong-il en 2011, arrivait, comme on mentionnait, à soutirer des concessions de la communauté internationale lors de négociations, en décidant, par exemple, d'imposer un moratoire sur les essais nucléaires ou sur les missiles balistiques. Clairement, la communauté est très consciente de la stratégie nord-coréenne, ne veut plus passer par là. Alors, c'est important de le mentionner, ça aussi. Et comme mon collègue disait également, la question du prestige national est extrêmement importante. Donc, ce n'est pas seulement une question de survie. C'est clair que l'arme nucléaire, avant tout, est un outil de dissuasion pour permettre la survie dans un environnement qu'elle perçoit comme étant hostile. Mais aussi, il ne faut pas diminuer, sous-estimer l'importance pour le prestige national. Je suis allé 2 fois en Corée du Nord. En politique intérieure, politique intérieure également. Commettants, exactement. Et j'ai eu l'occasion d'aller 2 fois en Corée du Nord, 2009 et 2014. Et à chaque fois, c'est assez frappant de voir à quel point la
les essais nucléaires, la capacité nucléaire est mise de l'avant par le régime pour tenter pour tenter d'encourager un plus grand appui ça galvanise régime. Ça galvanise vraiment l'effet de rallier la population autour du pouvoir. Alors, dans toute la propagande, c'est très présent, le nucléaire. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. On l'a dit au début, là, la capacité de pouvoir envoyer une ogive nucléaire à l'étranger est imminente. Est-ce que chez ses principales cibles, les principaux joueurs internationaux, donc à Séoul, Tokyo, Washington, est-ce que là, il y a un compte à rebours qui est parti et on se dit, une fois qu'on a atteint zéro, là, une fois qu'on est arrivé au bout, là, c'est terminé, on a perdu la partie? Ouais. Est-ce qu'il y a ce genre de calcul-là? Est-ce que c'est une bonne façon de dire les choses? Bien, je dirais qu'il y a un sentiment d'urgence qui est plus accru à l'heure actuelle dans les pays avoisinants, principalement en Corée du Sud et au Japon. La Corée du Sud, depuis quelques années, surtout en voyant récemment l'accélération de la fréquence des essais nucléaires et des essais de missiles également, on sent que c'est absolument nécessaire et impératif à l'heure actuelle de se défendre de façon plus importante. Entre autres, récemment, ils ont pris une décision très importante cette année, c'est-à-dire d'installer un système antimissile américain, en fait, qui s'appelle le THAAD, T-H-A-A-D, oui. Un système de missiles sur le territoire sud-coréen pour pouvoir se défendre de façon plus efficace contre une attaque potentielle par missile de la Corée du Nord. Cependant, ça vient beaucoup changer la donne géopolitique dans la région parce que la Chine et la Russie, mais principalement la Chine, s'opposent très fortement à ces installations de missiles-là en Corée du Sud, ce qui vient un peu changer les alliances, changer un peu la donne puisque la Chine était quand même assez proche, relativement proche de la Corée du Sud dans les dernières années. Mm-hmm. Et donc, ça rend la situation beaucoup plus complexe à l'heure actuelle. Y compris sur le plan diplomatique. Absolument, absolument. Une dernière question, mais quand même, c'est une question qui honnêtement, me taraude. Là. Pourquoi est-on incapable d'empêcher le développement du programme nucléaire? Et là, il y a des précédents de pays qui ont fait des attaques préventives sur les installations nucléaires. Israël l'a fait à 2 reprises, une fois en 81 en Irak. L'Irak est en train de développer, on suspectait en train de développer un programme nucléaire militaire. Même chose en Syrie en 2007. Pourquoi il n'y a pas quelque chose de similaire qui se fait avec la Corée du Nord? Pourquoi les installations ne sont jamais inquiétées? Parce qu'en ce moment, ils l'ont, l'arme nucléaire, et on le sait qu'ils l'ont. Une attaque préventive se fait généralement avant le développement. En 1994, ça a été la dernière, à mon avis, le dernier moment clair où ça aurait été possible. En fait, ça a été discuté de façon exhaustive. Clinton avait mis le plan sur la table. Oui, il y avait le plan. Le nom m'échappe, mais un général retraité là, a fait une ronde en 2005-2006, a fait une ronde d'entrevue où est-ce qu'il expliquait là, les calculations. Puis le problème de l'attaque, c'était ça. Dû à la proximité de Séoul, de Pyongyang. Ah oui. C'est pas au milieu du désert. Là, non, exactement. Puis on parlait là, de morts civiles et militaires là, dans les 100 000. Parce que les États-Unis, à ce moment-là, étaient à l'extérieur de la péninsule. Là. On parlait d'environ une semaine ou deux pour être capable de se remobiliser, pour être capable d'aller défendre Séoul. En cas d'attaque, c'est un petit peu trop tard à ce moment-là. Bon, Jean-François Bélanger, Benoît Hardy-Chartrand, toujours un plaisir de discuter de la Corée du Nord avec vous. Merci beaucoup. Merci.